Alors, dans cette étape, donc, on va essayer donc de voir comment générer, comme je disais, une entité. Supposons que je veux créer une application qui permet de gérer des produits. D'accord? Et je suppose qu'un produit est défini par le ID, le nom et le prix. Après, par la suite, on va dire, un produit appartient à une catégorie, mais après, il y a des associations de type point terminé avec la classe catégorie. Mais pour le moment, on va s'intéresser uniquement à une seule entité. Comment on va faire? Alors, dans la base, il faut tout d'abord créer les entités. Alors, maintenant, d'habitude, vous avez l'habitude de créer tout d'abord la base de données, n'est-ce pas? Et après, vous créez l'application. Maintenant, on va plus la base de données, il va être généré. Mais nous, tout ce que je veux créer tout d'abord les entités. Et les entités, c'est la première des choses qu'il faut créer dans une application. Les classes produits, les classes catégories, les fournisseurs, les clients, tout ça, c'est des entités. Alors, comment générer les entités? À nouveau, on va faire appel à la commande, sur ligne de commande. On va utiliser, alors pour générer les entités, on va utiliser tout simplement, vous cherchez entité. Vous voyez donc, c'est la commande, je la retrouve facilement, c'est doctrine, generate, entité. Doctrine, generate, entité. Mais bien sûr, l'alias S, ça veut dire quoi? L'alias S, ça veut dire tout simplement, c'est php app/console. Hein? C'est-à-dire, si vous êtes sur ligne de commande, il faut écrire php app/console espace doctrine generate entité. Entrée. Alors, il faut juste faire attention parce qu'il y a entities, c'est le pluriel, il y a entité. Je veux générer une entité. Alors, entités, on le fait quand il y a plusieurs entités à générer. Alors ici, il vous demande tout simplement, je veux créer par exemple les produits. Alors il vous demande donc quel est le nom de l'entité. Alors maintenant pour le nom de l'entité, il faut écrire le nom du bundle, entité. Alors comment il s'appelle le bundle? C'est DWM, catalogue, parce qu'il faut toujours spécifier dans quel bundle. Je veux créer une entité dans le bundle catalogue, bundle, et l'entité s'appelle produit. Est-ce que vous suivez? Alors regardez, je veux générer l'entité, comment il s'appelle? Produit. Dans quel bundle? C'est DWM catalogue bundle. Entrée. Après, il vous demande quelle est la configuration. Alors même dans les entités, il y a le mapping objet relationnel, rappelez-vous. Et le mapping objet relationnel, on peut le faire soit en utilisant des fichiers YAML, soit en utilisant les annotations. Alors moi, je vais choisir les annotations. Alors quand vous parlez annotation, c'est-à-dire ce qu'on appelle la version 0 config. C'est-à-dire tout se passe dans les annotations. Vous n'avez pas besoin de créer des fichiers supplémentaires de configuration. Alors les champs. Alors comment s'appelle le champ? Alors tout d'abord, par défaut, il vous génère toujours un champ qui s'appelle ID. Hein? Il l'a généré. Alors maintenant, je vais générer un champ nom du produit. Il est de quel type? String, par défaut. Quelle est la taille, le nom par exemple? Parce qu'il va générer par la suite la base de données 20, par exemple 30. Le prix du produit, il est de quel type? Alors, décimal. Décimal, c'est-à-dire tout simplement un nombre décimal réel, et après il y a des différents types correspondant à la money, etc. Donc les types, date, time, ainsi de suite. Entrée. Ben, ça suffit. Donc je n'ai plus besoin de générer, donc j'ai que le nom et le prix. Entrée. Alors, do you want to generate entity? Non. Est-ce que vous voulez générer un empty repository? Alors, pour le moment, on va mettre non par défaut, mais après, nous allons voir qu'il peut vous générer également des méthodes qui permettent de gérer les produits. C'est-à-dire une méthode qui permet d'ajouter un produit, de sélectionner les produits. Tout ça, c'est... Hein, on peut générer donc ce qu'on appelle un repository. Mais pour le moment, je ne vais pas le générer. Entrez. Est-ce que vous voulez confirmer la génération de l'entité? OK. Alors, c'est terminé. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on vient de générer. Regarde. Alors, ce que je viens de générer, c'est dans le bundle. D'ailleurs, vous allez le remarquer. Dans le bundle,
j'ai un dossier qui s'appelle entité. Alors, je ne l'ai pas créé, mais il l'a généré. Et dans lequel j'ai une classe qui s'appelle produit. Alors, si vous regardez cette classe produit, vous allez voir ce qu'il contient. Il contient du code PHP que vous connaissez, il n'y a pas de problème. Alors, regardez la classe produit, il y a les attributs. Quels sont les attributs? Il y a ID, il y a le nom, il y a le prix, et le reste, c'est les getters et setters. Getters et setters. Alors, une entité, c'est une classe qui contient des attributs privés qui est menée par les getters et setters. Alors, généralement, ça, vous pouvez l'écrire. Si vous ne voulez pas qu'il vous les génère, vous-même, vous pouvez l'écrire et vous générer les getters et setters, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il y a en plus? Il y a les annotations, n'est-ce pas? Alors, maintenant, regardez dans les annotations, il y a des annotations parmi lesquelles il y a ORM. Alors, c'est quoi ORM? Object Relational Mapping. C'est le mapping objet relationnel. Donc, tout ce qui est ORM, ça correspond à ce qu'on appelle le mapping objet relationnel. Alors, maintenant, regardez bien. Vous avez la classe, comment il s'appelle la classe? Produit. Mais il correspond à quelle table? Alors, si vous voulez spécifier le nom de la table, on peut mettre ici name égale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de dire que la classe produit, il correspond à la table produit. Alors si vous mettez rien, et dans un premier temps on ne va rien mettre, par défaut il va supposer que la table porte le même nom que la classe. D'accord? Et forcément il faut spécifier que c'est une entité. L'ORM, entité, pour dire c'est une entité. Donc ça c'est des annotations. Après regardez bien. Alors ID maintenant. ID. C'est un attribut. On va dire ORM colonne, c'est-à-dire que l'attribut ID, il correspond à une colonne dans la table. Comment il s'appelle la colonne? ID. C'est-à-dire on va garder le même nom, mais on peut changer. Par exemple, l'attribut ID, il correspond à la colonne ID. Il est de quel type? Integer, parce qu'il va générer un entier. Mais après, si vous voulez, si vous souhaitez que le ID soit généré automatiquement, c'est-à-dire si vous voulez faire un auto-increment, déjà, il faut mettre la notation ID. La notation ID, ça veut dire que c'est un identifiant. Comme quoi, ID, ça devrait représenter la clé primaire dans la table. Mais pourquoi toutes ces annotations? Parce que c'est qui va générer la table? Du moment qu'il va le générer, il a besoin de savoir quelle est la clé primaire et tout ça, n'est-ce pas? Donc, et en même temps, generated value. Alors, c'est-à-dire que cette annotation, elle est utilisée pour dire que la valeur de ID, c'est pas à moi de la spécifier, mais elle est auto-générée. Comment? Quelle stratégie? C'est auto, c'est-à-dire c'est l'incrément automatique. Et vous allez retrouver la même chose. Non, il correspond à quelle colonne? Non, il est de type string et sa taille c'est 30. Vous trouvez la même chose, le prix, ORM colonne, name c'est prix, le type, c'est bon. Et après le reste c'est les getters et setters. Et après il y a des annotations qui ne, ces annotations-là c'est vraiment particulier, c'est pas du mapping objet relationnel, ça n'a rien à voir avec le mapping objet relationnel, mais ici on s'intéresse uniquement aux annotations ORM. Alors maintenant c'est quoi le mapping objet relationnel? Vous dites la classe produit correspond à la table produit. L'attribut ID correspond à la colonne ID. L'attribut nom correspond à la colonne. D'accord? Donc, on n'a rien écrit, on a généré l'entité. Alors maintenant, je veux générer la base de données. Alors, comment générer la base de données? La même chose. J'ai besoin tout d'abord de configurer comment s'appelle la base de données. Alors, dans App, dans le fichier config, parameters. Alors, il y a un fichier qui s'appelle parameters, regardez, YAML. J'ai parlé tout à l'heure des fichiers YML. Alors, en fait, les fichiers, le format YAML, c'est un format un petit peu particulier dans lequel on trouve des mots-clés, de points, et après attributs de points valeurs, tout simplement. Alors, ici, donc, quel type de base de données? MySQL. Ici, comment s'appelle la base de données? Database name. Alors, vous voyez, donc, par défaut, il a donné le nom Symfony. Alors, moi, je vais l'appeler TP4 catalogue TP catalogue Symfony DWM. Donc ça c'est le nom de la base de données. Et après vous aurez besoin de spécifier username parce qu'il va se connecter vers MySQL et le mot de passe. Alors ici donc pour moi MySQL n'utilise aucun mot de passe. Donc ça c'est le data source enregistré.
Alors maintenant, si pour générer la base de données, je vais utiliser à nouveau les commandes generate, database, database, generate, create plutôt. Oui? Il y a database password et mail password. Est-ce qu'il y a la différence entre les deux? Alors en fait, parce qu'ici on configure que la base de données, mais après par la suite, vous avez, si vous voulez utiliser un serveur SMTP, si votre application envoie alors après vous aurez besoin également de configurer le serveur SMTP, le host, le login, le mot de passe, ainsi de suite. D'accord. Mais pour la base de données, vous aurez besoin de spécifier ça. Quel type de base de données? Le nom de la base de données, le mot de passe. C'est votre site web. Alors, database password, voilà, elle est là. C'est tout. Tout à fait. Et après, ça, c'est pour la messagerie. Alors maintenant, comme je disais, pour générer en principe une base de données, il fallait écrire normalement la commande suivante. Il fallait écrire c'est php, comme je disais, app, slash console, doctrine, database, create. Alors, sauf que dans notre cas, pour nous, on a utilisé plutôt l'alia S, n'est-ce pas? Entrée. Alors en fait, la base de données, ça ne prend pas beaucoup de temps. Si le username et password sont corrects, donc il se connecte, donc il vous dit que la base de données est créée. Alors on peut vérifier. Donc localhost /phpMyAdmin. Alors vous allez bien voir que la base de données, elle est là. Donc pour le moment, je ne l'ai pas créée, donc elle est générée. Elle est la base, elle est là. Mais est-ce que les tables sont créées? Non, pas encore. Je crée la base, je génère les tables. Alors maintenant, je vais générer les tables. Alors pour générer les tables, la même chose. Donc c'est toujours, si vous voulez, vous pouvez toujours chercher doctrine. Si vous mettez doctrine, il va vous chercher toutes les commandes doctrine, c'est beaucoup. Après, vous mettez, par exemple, alors pour schéma, create. Alors la commande, elle est là. Alors pour générer les tables, c'est la même chose, c'est php app / console, c'est doctrine schema create. Donc je génère le schéma de la base de données. Alors je le fais, entrée. Alors si vous avez autant d'entités, si vous avez créé 50 entités, il va vous générer toutes les tables et avec toutes les relations nécessaires, bien sûr. Alors si on regarde maintenant dans notre table, il y a bien la table produit qui est créée, elle est là. Si vous regardez la structure, alors la structure, il y a ID, c'est bien la clé primaire. Regardez, il est auto-increment, il a bien compris qu'il est auto-increment, c'est tout simplement grâce aux annotations. Et après le nom, j'ai le prix, d'accord? Alors maintenant, j'ai généré la table, maintenant on aura besoin, supposons je vais ajouter un nouveau produit. Je reviens vers mon application. Le contrôleur à nouveau. Alors, default, contrôleur. Alors, rappelez-vous, tout à l'heure, nous avons ajouté une méthode comme ça, n'est-ce pas? Alors maintenant, on va ajouter quelques méthodes de la même manière pour ajouter, supposons je voudrais ajouter un produit directement sur ligne de commande. Je vais taper add produit / le nom du produit / le prix. D'accord? On va juste insérer un premier produit et après par la suite, on va générer un formulaire pour saisir le produit et après on verra comment afficher les produits. Alors qu'est-ce qu'on va faire? À nouveau, donc j'ai besoin de copier cette méthode. Alors cette méthode, donc pour moi, je veux ajouter un produit. Pour add produit. Je sais que pour ajouter un produit, j'ai besoin d'envoyer quoi? Le nom et le prix, n'est-ce pas? Là, jusque-là, juste pour tester sur ligne de commande. Mais après, comme je disais, donc, on peut bien passer par un formulaire. Alors, bien sûr, la méthode, on va lui donner le nom add action. Je peux l'appeler add produit action.
Et après, ici, dollar, non. Dollar, prix. Alors, sauf que ici, maintenant, j'ai besoin d'enregistrer le produit, n'est-ce pas? Alors, pour enregistrer un produit, je sais que j'ai une classe, je vais créer tout d'abord un produit. Alors, pour créer un produit, c'est égal new produit, n'est-ce pas? Je crée un produit. Parce que pour moi, je ne vais plus utiliser SQL et tout ça. Tout ce que je sais, c'est que je veux créer un produit. Mais ce produit-là, P, $P, point. Qu'est-ce qu'il y a les setters, n'est-ce pas? 7 non. 7 par exemple, non. À quoi est égal le nom? C'est dollar? Non. C'est-à-dire ce produit que je viens de créer, à quoi est égal son nom? C'est le nom qui a été saisi. P, 7, prix, ça c'est get, 6. Alors 7 prix égale dollar, prix. Maintenant, je viens de créer tout simplement un objet. Et après, je vais l'enregistrer. Alors, pour l'enregistrer maintenant, on va utiliser Doctrine. Alors, Doctrine, c'est un framework de mapping objet relationnel. Doctrine, il vous donne un objet qui s'appelle Entity Manager. C'est exactement ce qui se passe dans J2E. GPA, notamment, on utilise un objet Entity Manager. En fait, l'Entity Manager, c'est un objet qui vous permet d'accéder à toutes les opérations classiques d'accès aux bases de données. Comment on le fait? Alors, pour créer un Entity Manager, il suffit d'utiliser une variable M égale 10. Alors, l'objet 10. Alors, 10, c'est-à-dire c'est le contrôleur. N'oubliez pas que cette classe hérite de la classe contrôleur. 10. Il y a une méthode qui s'appelle getDoctrine. Et la méthode s'appelle getEntityManager, getManager. Alors, vous voyez bien, ça c'est très intéressant. Quand vous mettez point, il vous donne la méthode. Ce n'est pas dans tous les éditeurs que vous allez avoir ça. On est bien d'accord? Parce que dans les autres éditeurs, c'est à vous l'orthographe, vous devrez la connaître. Donc, juste pour vous dire que PHP Storm, il a quand même beaucoup fait un effort dans ce côté, et du coup, donc, l'utilisation, il devient relativement plus rapide. Alors, regardez bien. Donc, maintenant, tout ce que je sais, pour accéder à la base de données, j'ai besoin de créer un objet Entity Manager, EM. Et maintenant, avec l'Entity Manager, si vous voulez enregistrer un objet, il suffit d'utiliser EM. Il y a une méthode qui s'appelle persist. Et vous lui donnez quoi comme paramètre? P. C'est tout. Alors, si vous mettez em.persistP, c'est-à-dire je demande d'enregistrer l'objet P. Je veux enregistrer l'objet P. Automatiquement, Doctrine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va établir la connexion, il va exécuter la requête insert into vers la bonne table, etc. Pourquoi tout est bien fait dans les annotations. Alors, sauf que si vous voulez que cette opération soit prise en considération, parfois il y a les systèmes des transactions. Vous savez que quand on fait des opérations, souvent il faut commencer une transaction et après à la fin, soit vous mettez commit ou bien rollback. Alors en fait, en quelque sorte, dans l'Entity Manager, à la fin, vous appelez une méthode qui s'appelle flash. Alors en fait, flash, c'est-à-dire que toutes les opérations que vous avez faites auparavant, c'est à ce moment-là qu'ils vont être exécutées. C'est-à-dire si vous mettez par exemple persist, vous enregistrez le premier, supprimer, alors il n'y a rien qui va s'effectuer. Toutes les opérations ne vont être exécutées qu'en appelant la méthode flash. C'est comme si valider l'opération ou bien valider la transaction. Alors maintenant, le produit, il est enregistré. Alors si vous voulez, dans la vue, on va afficher juste ce produit-là. Je vais à nouveau retourner un produit P. Je vais l'appeler produit. Tout simplement, je le mets dans le modèle, $P. Alors comme ça, dans la vue, je vais afficher les informations sur le produit qui vient d'être ajouté. Alors maintenant, à nouveau, on aura besoin de créer une vue. Comment s'appelle la vue? add.produit.html.twig. Alors ici. Alors dans les ressources, view, toujours dans le même contrôleur default, new file, add.produit.html.twig. Ben, à nouveau ici, on rappelle, c'est pas un problème. Alors ici, donc on va hériter utiliser un template. Comment s'appelle le template? C'est base.html.template.
twig. Après, par la suite, on va utiliser le bloc body. Alors, bloc body, and block, and block. Ça veut dire quoi, block body? Ça veut dire que maintenant, c'est dans le bloc body que je vais écrire. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Par exemple, je vais afficher le ID produit. Le produit a été ajouté. ID, produit. À quoi est égal ID? À nouveau. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le modèle? Il n'y a que produit. Mais produit, c'est un objet. Alors maintenant, si je veux afficher les informations sur le produit, je vais écrire produit. Mais bien sûr, si j'écris produit, c'est un objet. Point ID, tout simplement. Donc automatiquement, il va chercher l'attribut ID de l'objet produit. Alors si je veux faire un retour à la ligne, donc je peux le faire. Et après, je vais mettre le nom du produit égal à quoi? C'est pareil, c'est produit point nom. Et j'ai le prix produit point prix. Enregistré. Alors on va regarder si cette action fonctionne bien. Donc à nouveau, on est là. Alors ici, cette fois-ci, ce n'est pas l'action somme, c'est add produit. Je veux ajouter un produit, slash le nom du produit, par exemple HP. La valeur du prix, c'est 700. Entrée. Alors si tout se passe bien, regardez ce que j'ai. J'ai ID égale, je n'ai pas saisi le ID parce qu'il est auto-increment, le nom et le prix. Mais je regarde quand même la base de données. Affiché dans la base de données, je vois bien, voilà, il y a le produit qui a été inséré. Donc il n'y a pas de problème. Ici, donc, je viens d'utiliser Doctrine, qui est un framework de mapping objet relationnel qui me permet d'accéder. Alors bien sûr, si j'ai fait pour ça, on va essayer donc d'afficher des produits. Pour voir déjà dans un template comment parcourir une liste de produits. Et vous allez voir comment on va essayer de le faire. Alors je vais quand même ajouter un autre produit. Donc, ordinateur, slash avec un prix. J'ajoute également un produit. Voilà, donc j'ai ajouté des produits. C'est bon? Alors on va afficher la liste des produits. Alors à nouveau, pour afficher la liste des produits, voilà ce qu'on va faire. On va vers, à nouveau quoi? Le contrôleur. Alors pour le contrôleur, donc on aura besoin à nouveau donc de copier ce bloc. Alors l'action cette fois-ci, je vais l'appeler liste. Liste produit. Liste des produits. Il n'y a pas de paramètres. Pour moi, liste produit, je ne vais pas envoyer slash liste produit, il va me donner la liste des produits. Donc ici, la méthode, je vais l'appeler liste produit action. Je n'ai pas de paramètres. OK? Alors maintenant, il faut savoir comment récupérer la liste des produits. Alors regarde. Avec S, si vous voulez. Non, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. C'est-à-dire que la vue, il porte le même nom que ça. Ça, c'est l'URL. Et ça, c'est le nom de la vue. Mais après, si c'est pas la même chose, de toute façon, la vue, il devrait porter ce nom-là. D'accord? Mais après, bon, je vous montre juste la config par défaut. Mais après, vous allez voir, on peut utiliser carrément ici le nom de la vue. Comment vous voulez l'appeler? Il suffit de mettre ici template name égale. Et après, vous dites la vue s'appelle .twig.html ou bien .php ou je ne sais pas. Parce que si votre vue, c'est un fichier quelconque. C'est bon? Alors maintenant, on a besoin quand même de récupérer les produits. Alors maintenant, je vais récupérer la liste des produits. C'est très simple. Il suffit d'écrire donc produit, une variable produit, une liste, égale 10. Point.
get doctrine, toujours, parce que je vais à la base de données. Tout ce qui concerne la base de données, il faut passer par doctrine. Point. Get repository. Alors maintenant, en fait, le repository, c'est un gestionnaire d'une entité. Alors maintenant, quelle est l'entité qui nous intéresse? C'est l'entité qui s'appelle produit, n'est-ce pas? Donc je veux gérer des produits. Mes produits se trouvent dans quel bundle? C'est DWM, catalogue, bundle. Deux points. Alors regardez, qu'est-ce que j'ai ici? Donc j'ai get repository. Donc je me repositionne sur l'entité. Mais après il y a des méthodes. Alors si vous voulez toutes les entités, il y a une méthode qui s'appelle find all. Alors find all, ça veut dire quoi? Ben, je vais retourner tous les produits. C'est comme si vous exécutez select étoile from produit. Mais après, s'il y a des critères, encore il y a des méthodes, where, etc. Donc, c'est-à-dire ici, donc, la méthode find all, il permet de faire ça. Et après, par la suite, qu'est-ce qu'on va mettre dans le modèle? La liste des produits. Regardez, je récupère les produits, je le mets dans le modèle. Alors maintenant, il suffit dans la vue de faire une boucle, de savoir comment faire une boucle et d'afficher. Alors, c'est ce qu'on va faire. Maintenant, on va créer une vue twig qui s'appelle liste produit. New file liste produit.html.twig. Alors la même chose, donc je me repositionne toujours sur le. Là, je le fais exprès, donc je reprends comme tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Extend. base.html.twig. Quoi d'autre? Block. Body. Oui. Oui, bien sûr. Justement, parce que je l'ai montré tout à l'heure avec le template, chaque bloc, vous lui donnez un ID. En fait, ça, c'est pas la balise body. Regarde. Le app ressources, c'est-à-dire template. Regarde. Normalement, c'est body. Voilà le nom body. Alors, si je l'ai appelé X ici, c'est-à-dire c'est ce bloc. Et après, si vous créez un div, vous lui donnez un nom. L'essentiel, vous allez vers un bloc quelconque et vous mettez ce que vous voulez. Alors ici, c'est and block. Après, maintenant, si vous voulez afficher ça dans un tableau, donc on va mettre table. N'est-ce pas? Alors, la bordure égale à 1. Après, vous mettez tr, th, donc id. Alors, il y a id, il y a le nom et le prix. Après quoi? Il y a une boucle, n'est-ce pas? Alors maintenant, avec Twig, comment faire les boucles? Alors voilà, on utilise le... Alors pour faire la boucle, on va utiliser for. For, espace, pour chaque produit P, in, produit, tout simplement. Ça c'est Twig. Et après, à la fin, on va utiliser and for. Ça c'est Twig. Pour chaque P, pour chaque objet P de la liste des
produits. Alors, sachant que dans Default Controller, nous avons généré des produits. Alors maintenant, après, qu'est-ce que je vais faire? Ben, tout simplement, je crée une ligne si je veux mettre des TD. Et dans TD, je mets double accolade. C'est quoi? C'est P. C'est P, le produit P. C'est point ID. Voilà. Alors, je fais la même chose pour... Après, bien sûr, il y a des moyens de... Même ce tableau-là, si vous voulez le générer, il peut être généré parce que dans Twig, il y a toujours des éléments de base. Il y a le nom et le prix. Alors, en fait, s'il n'y a pas d'erreur dans le contrôleur, tout se devrait passer comme il faut. Alors, ici, c'est liste. Liste produit. Pas de problème. Alors, ici, donc, l'action, j'ai la liste des produits. Alors, maintenant, pour terminer cette partie-là, j'ai quand même besoin de faire la saisie, n'est-ce pas? Alors, pour ajouter des produits, on a besoin d'un formulaire. Donc, je vais vous montrer quand même comment générer un formulaire. Alors, maintenant, pour générer le formulaire, je reviens vers le contrôleur. Alors, tout à l'heure, on a créé une méthode pour ajouter. Alors, regardez. C'est pas si compliqué. Alors, ici, donc, je vais l'appeler saisie. Saisie d'un produit. Saisie d'un produit. C'est-à-dire, la forme produit. Je veux le formulaire pour saisir les produits. Alors ici, donc, je vais quand même ajouter ici donc forme produit, action. Alors pour générer le formulaire, on va utiliser la syntaxe suivante. Regardez. Alors je vais créer le formulaire. Forme égale un formulaire. Alors pour générer le formulaire, on utilise 10.form builder. Form create form create form builder document autorisé. Alors, je revois l'exemple. Voilà, ces formes, c'est create form builder. Et après, je vais ajouter les attributs. .getForm et je le génère. Alors, donc c'est... Alors, je veux générer un formulaire pourquoi? Pour le produit. Donc, je dois créer tout d'abord un objet de type produit, n'est-ce pas? Et après, ici, la méthode s'appelle createFormBuilder. Qu'est-ce que je lui donne comme paramètre? P. Je veux générer un formulaire pour l'objet P. Et P, c'est quoi? C'est un produit. Et après, je vais ajouter .add. Quels sont les champs du formulaire? Il y a le nom. Il est de quel type? De type texte. Add. Le prix. Après, on peut choisir le type, mais on peut utiliser un champ de type texte. Vous savez, en HTML5, on peut générer les contrôleurs qu'on veut. Et après, je vais générer un bouton Submit. Pour add, le add qui est de type Submit. Et à la fin, donc vous voyez add les champs. Et après, à la fin, vous mettez generate form, get form, get form, tout court. Il est là le formulaire, ça y est. Alors, le formulaire, il est là. Alors maintenant, on va revenir à la vue. Alors, regardez la vue, qu'est-ce qu'il devient? Ben, tout simplement, dans le modèle, je vais mettre quoi? Form. Je vais créer un attribut qui s'appelle form. Dans la valeur, c'est $form. Generate
create view, voilà. Form.createView, c'est-à-dire qu'à partir de ce formulaire, il va me générer la vue. Alors, createView, qu'est-ce qu'il génère? Ben, il génère form, action, machin, input type égale texte. Il me génère tous les composants en HTML si vous voulez, à ce niveau-là. Après, si vous ne voulez pas ajouter ces champs-là, vous pouvez, grâce aux annotations encore, on peut le faire autrement. Alors maintenant, il suffit donc de créer la vue. Alors la vue, comment il devrait s'appeler? La même chose. Donc je reviens sur les vues. New, file, produit.html.tweak. Et après c'est pareil. Vous prenez la base. Le bloc. Maintenant, c'est toujours pareil. Alors, je reviens vers forme produit. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir dans le bloc, voilà, j'ai une page. Alors, je veux le formulaire. Alors, pour le formulaire, il suffit d'utiliser form. Alors, en fait, form, c'est une fonction. De quoi? D'un attribut qui s'appelle? En fait, form, il permet de générer un formulaire à partir de... Alors ici, donc, ce forme-là, je peux l'appeler F, pour ne pas avoir de confusion. Je l'appelle F. Vous l'avez vu, ici, je vais utiliser forme de quoi? De F. Donc, c'est-à-dire ici, à cet emplacement, je vais afficher le formulaire se basant sur l'objet F. C'est bon? Alors, regardez ce qui va se passer. Alors ici, donc, forme produit. En fait, ce formulaire-là, je ne l'ai pas créé, n'est-ce pas? Donc, il a été généré. Mais après, par la suite, s'il y a des cases à cocher, s'il y a de tout ça, s'il y a des listes, tout ça se fait automatiquement par la suite si vous voulez, bien sûr, utiliser les paramétrages. Alors, sauf que ici, quand je vais saisir un produit, P, quand on va cliquer, on va appeler la même méthode, form produit. N'est-ce pas? Après, maintenant, dans la méthode form produit, si vous voulez récupérer ces paramètres et de les ajouter, ben, tout simplement, voilà ce qu'on va faire. Et ça serait à peu près l'avant-dernière. Alors, regardez bien. Donc, vous voyez donc forme produit. Il est appelé pour générer le formulaire de saisie, mais en même temps, il va être appelé pour enregistrer, n'est-ce pas? Alors, si vous voulez également enregistrer, on va utiliser ici un paramètre de type request. Alors, du namespace à HTTP Foundation. Request, l'objet, je vais l'appeler request. Pourquoi? Parce que maintenant, une fois que vous générez le formulaire, regardez bien, je génère de toute façon le formulaire, quelles que soient les situations. Et après les données, cet objet P, maintenant, je vais stocker les données qui se trouvent dans la requête, parce que je viens de saisir un nouveau produit. Alors, comment on va le faire? Ben, on utilise ça. Form.handleRequest de request. Form. Alors justement, c'est ce que je vais vous expliquer. Handle request de request. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez bien. Toutes les données de la requête, de l'objet request, ils vont être transférés vers ce formulaire. Et ce formulaire, ça représente quoi? L'objet produit. Et du coup, vous avez tout simplement, c'est comme si vous mettez p.setNom. P.setNom, à quoi est égal au nom du produit? C'est request, vous récupérez le paramètre non. Vous récupérez le paramètre prix. Toutes les données saisies dans le formulaire vont être stockées dans l'objet produit. Alors maintenant, il faut enregistrer. Si vous voulez enregistrer dans la base de données, on a déjà vu comment. Il suffit d'utiliser la méthode persiste. Mais encore plus, il y a la validation. Parce que si vous utilisez un framework, si la donnée n'est pas bien saisie. Alors maintenant, pour vérifier la validation, on va faire un test. If $form is valid.
Alors, ça veut dire quoi? Is valid. C'est-à-dire que si toutes les données saisies sont valides. Supposons que vous avez une date. Si la date il est dans un mauvais format, le formulaire il vous affiche automatiquement un message. Donc, mais ici, donc, je ne vais pas traiter la validation du formulaire parce que ça, c'est quelque chose qu'on va traiter la prochaine fois. D'accord? Alors maintenant, si les données sont valides, qu'est-ce qu'on va faire? On va enregistrer. Alors, enregistrer, ça veut dire quoi? À nouveau, entity manager égale à quoi? 10.get doctrine.get manager et après em.persist. Je vais enregistrer l'objet P. Et après, M flash. M flash. Et si je le laisse comme ça il va revenir vers le même formulaire. Je saisis par exemple un produit, add, il va vers l'action, il revient, regardez, il revient vers le même formulaire. Mais si je regarde bien dans la base de données, alors je n'ai plus besoin de regarder dans la base de données parce que j'ai une méthode qui permet de lister les produits, n'est-ce pas? Alors si je vois bien, je vois que le produit a été bien ajouté. Alors liste produit. Alors maintenant, si vous voulez, pour une dernière, et je m'arrêterai là, une fois que j'insère, je vais faire une redirection vers l'affichage. Hein? Alors pour faire une redirection, on va utiliser ici. Alors si je le laisse comme ça, il revient vers la même vue. Mais si vous voulez faire la redirection, on va utiliser 10.redirect. Ici, on va utiliser rediriger vers une route. Alors maintenant, exactement l'URL. Alors la route que nous avons créée tout à l'heure, il est là, liste produit. Mais ce n'est pas le nom. C'est l'URL. Mais si vous voulez lui donner un nom, il faut ajouter name égale, je vais l'appeler par exemple liste, tout court. Donc cette route-là, elle s'appelle liste. Donc dans les liens hypertextes, par la suite avec Twig, dans les redirections, on aura besoin de connaître plus le nom de la route que l'URL. D'accord? Alors par défaut, si vous mettez pas name, il va lui attribuer un nom par défaut, qui se compose du nom du bundle, et underscore, etc. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la redirection. Alors la redirection, parce que je commence à me fatiguer, c'est ça. C'est generate URL. Voilà, 10.generate URL à partir du nom de voilà, 10.generate URL à partir de la route. Comment il s'appelle la route? Liste. Alors ça, c'est une redirection. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette situation? Alors, je veux le formulaire de produit. Il est généré. Je saisis un produit. Add. Si le produit est ajouté, il redirige directement. En principe, si tout se passe bien, il devrait rediriger vers... Donc, s'il n'a pas redirigé, ça veut dire qu'il n'a pas pris en considération... non, return. Parce que je n'ai pas retourné. Hein. Return 10.redirect. Tout à fait. Alors, j'ajoute. Et vous voyez donc qu'il est redirigé vers ça. D'accord? Alors, en fait, je sais qu'il y a beaucoup de concepts, mais quand même, dans ces deux démonstrations, c'est le bon début. C'est-à-dire la mise en route de Symfony, le concept, comment l'utiliser, il est pratiquement enregistré à ce niveau-là. Alors, je vais...